J'avais 16 ans quand j'ai quitté une fête de famille en pensant que la pire chose que je ramènerais à la maison serait un cœur meurtri. Puis une tempête a englouti l'autoroute et un semi-remorque a transformé ma voiture en ferraille. Dans la salle de traumatologie, le médecin a dit que j'avais des minutes, pas des heures, et qu'ils avaient besoin du consentement de ma mère pour m'opérer et me sauver la vie. Alors, une infirmière l'a appelé en FaceTime. Ma mère a répondu d'un spa avec ma petite sœur juste à côté d'elle, et elle ne s'est même pas levée. Elle a juste soupiré et a dit, « S'il meurt, faites-le-moi savoir. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. » J'ai été opéré quand même. 18 jours plus tard, je me suis réveillé avec un tube dans la gorge, du métal dans la bouche, et une seule ligne sur le tableau au bout de mon lit qui n'avait pas de sens, nouveau tuteur légal, et le nom en dessous n'était pas le sien. Mais avant de vous dire qui est intervenu quand ma propre mère est partie, j'ai besoin de savoir que vous êtes là avec moi. Commentez, bonjour, ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un écoute vous empêche de vous effondrer à nouveau. Et si vous avez déjà été celui que personne n'a choisi, abonnez-vous et restez avec moi car ce n'est pas seulement une histoire d'accident. C'est une histoire sur qui m'a sauvé quand j'étais déjà en train d'être effacé. Mon nom est G. Marleau. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Les gens pensent que les enfants qui grandissent à Montecito ne saignent pas de la même manière. Grande maison, école privée, une voiture à 16 ans. Mais personne ne demande jamais ce que c'est que de dîner avec des gens qui parlent de vous comme si vous n'étiez pas là. J'avais 16 ans quand j'ai réalisé que je n'étais plus vraiment sur la photo de famille. Pas métaphoriquement, littéralement. Mon nom est G. Marleau, et c'est là que tout a commencé. Nous étions assis à table dans une maison qui semblait sortir d'un magazine de luxe. Plancher poli, verre en cristal. Grant à la tête de la table, ma mère Marisol en face de lui, et Brinley à ma droite, faisant défiler son téléphone et filmant tout pour ses stories Instagram. Je m'étais assis au bout, le coin inutilisé, comme un accessoire que quelqu'un avait oublié de retirer. Nous mangions du saumon, mon plat le moins préféré, parfaitement présenté, comme s'il devait passer un test photo avant de passer mes lèvres. Marisol parlait de son prochain week-end au spa à Auger et d'une vente aux enchères caritatives qu'elle organisait pour le nettoyage des côtes. Grant intervenait à propos de sa dernière offre architecturale, un manoir et au luxe à Big Sur. Brinley gloussait, se tordant les cheveux et riant du fait que l'un de ses posts avait atteint 12 000 likes en une heure. Personne ne m'a rien demandé. Je ne faisais pas partie de la conversation. J'étais un figurant dans un tableau de famille. Puis ça a frappé plus fort. Marisol a pris un appel sur haut-parleur. C'était un autre parent de l'école de Brinley. Oh oui, dit-elle avec ce faux ton chaleureux qu'elle utilisait toujours pour les gens dont elle avait besoin de quelque chose. Grant et moi allons très bien. Brinley s'épanouit. Et l'aînée est toujours là pour l'instant. Elle n'a pas dit mon nom, pas une seule fois, l'aînée, comme si j'étais une face dont elle n'avait pas encore grandi. Après le dîner, je me suis retiré dans ma chambre, qui n'était pas à l'étage comme celle de Brinley avec vue sur l'océan, mais dans l'aile près de la buanderie, à côté du placard de service. Quand nous avons emménagé, ils m'ont dit que c'était temporaire. Cela faisait plus d'1 an. Je cherchais un vieux chargeur, j'ai fini par ouvrir une armoire de rangement et j'ai trouvé une boîte à chaussures pleine de photos de famille. Sauf que je n'y étais pas. Photo après photo. Marisol en talons lors d'une visite de vignoble. Grande souriant à côté d'elle. Brinley en robe avec des ballons et des gâteaux et des peignoirs de spa mère-fille assortis. Il y en avait une de moi, maladroitement coupée au bord d'une photo de Thanksgiving, seulement la moitié de mon visage visible. Une autre étiquetée, vacances en famille, Moi, ne m'avait pas du tout. Il y avait aussi une enveloppe cartonnée marquée, assurance maladie confidentielle. Elle portait mon nom. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi savait déjà que je n'aimerais pas ce que j'y trouverais. À l'école, les gens supposaient que j'allais bien. Les enfants de Montecito n'obtiennent pas de sympathie. Si vous vivez derrière un portail, ils pensent que votre vie est réglée. Mais la vérité était que le portail ne faisait que garder la douleur polie. Brinley me dépassait dans le couloir comme si nous n'étions pas liés. Ses amis chuchotaient à propos du voyage à Auger, du Spa Reset, qu'elle et Marisol avaient prévu. Elle leur disait, c'est juste un week-end entre filles. Maman dit que c'est important de déconnecter. Pas d'appel, pas de drame. Je n'ai jamais fait partie du plan.
Le seul endroit où je pouvais respirer était Ventura. Tous les 2 week-ends, je prenais la route pour voir mon grand-père, Warren Alvarez, shérif à la retraite, pêcheur à temps partiel, le seul homme qui m'ait jamais regardé dans les yeux et demandé si j'allais bien et le pensait. Son endroit sentait le sel et le marc de café. Ce n'était pas grand-chose, mais cela me semblait être le mien. Nous ne parlions pas de sentiments. Il me donnait un Gatorade, me désignait la boîte à outils et m'apprenait à réparer un pneu crevé. C'était sa façon de dire qu'il me voyait. « Tu viens à la fête du poisson de Pâques ?» demanda-t-il, me tendant un flyer avec un clin d'œil. « Oui » dis-je, essayant de paraître décontracté. « Je serai là tôt pour aider. » Sur le chemin du retour, le message de Marisol arriva, « Ne me complique pas la semaine. Je suis occupé. » Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Jamais. Je fixai le message, un étrange froid s'installant dans ma poitrine. Pâques approchait, et quelque chose en moi me disait que ce ne serait pas seulement du jambon et des décorations pastel cette année. Quelque chose était en marche, et je n'allais pas aimer où cela mènerait. La semaine avant Pâques, l'atmosphère dans la maison a changé. Ce n'était pas dramatique. C'était calme, contrôlé, comme si tout le monde savait quelque chose que j'ignorais, et qu'il répétait des répliques pour un spectacle auquel je n'avais pas été invité. Je suis rentré un après-midi et suis entré par l'entrée latérale. Marisol et Grant étaient dans la cuisine. Ils ne m'ont pas entendu au début. Grant versait quelque chose dans un verre. Marisol se tenait près de la fenêtre, son téléphone posé face contre terre sur le comptoir. « J'ai parlé au docteur Fanley » dit Grant. « Il recommande l'internat. Les programmes structurés sont plus efficaces pour la stabilisation comportementale. » Marisol soupira. « Je veux juste que ce soit réglé avant Pâques, proprement. Pas de scène. Il y a encore des papiers. On s'en occupera. J'ai déjà parlé à Ridgeview. » Je me suis figé. Mon sac à dos pendait lâchement sur une épaule, mon cœur bégayait comme un battement manqué. Internat, comportemental, papier, avant Pâques. Il prévoyait de m'envoyer loin. Et bientôt. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde soit monté. Je me suis glissé dans le bureau de Grant sous prétexte de récupérer mon chargeur, mais je suis allé directement à l'armoire où il gardait les dossiers importants. Elle était entr'ouverte, de façon négligente. Il y avait un dossier marqué « Actifs ménagers et assurances ». Je l'ai feuilleté rapidement, trop rapidement, mes doigts tremblants. Marisol, Grant, Brinley. Leur nom figurait sur toutes les lignes de bénéficiaires principaux. Mon nom n'était pas manquant, mais il n'était pas avec les leurs. Il était rangé à l'arrière, marqué « Ancien dépendant » avec la mention « Plan de transition en attente ». J'ai pris une photo de la page avec mon téléphone et j'ai refermé le dossier avant que mon estomac ne se tourne davantage. Le lendemain matin, Marisol me conduisit à l'école. Juste elle et moi dans la voiture. Le silence était assourdissant. « Pâques est important cette année » dit-elle soudainement. « Beaucoup de monde sera là. J'ai besoin que les choses se passent bien. » Je ne dis rien. « Il y a aussi une nouvelle opportunité pour toi. Après Pâques, un changement d'environnement, de structure, de soutien. » « Tu veux dire me faire expédier » dis-je, observant sa réaction. Son sourire vacilla une fraction de seconde. « Tu supposes toujours le pire. » J'essaie d'aider. « Non, tu essaies de me faire disparaître. » Elle ne répondit pas. Elle augmenta juste le volume de la musique et fit comme si la conversation n'avait pas eu lieu. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à Ventura. Je voulais tout raconter à Warren, mais les mots sont restés coincés. Je ne voulais pas avoir l'air fou. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, me tendant une bouteille d'eau comme toujours. J'ai hésité. Juste des trucs d'école. Il n'a pas insisté, a juste hoché la tête et a dit, « Si jamais tu as besoin d'aide, de vraie aide, appelle ce gars. » Il m'a tendu une carte, Elliot Crane, spécialiste en droit des mineurs. Je l'ai mise dans ma poche et j'ai fait une blague, mais ce n'était pas drôle. De retour à Montecito, je suis passé devant le salon et j'ai vu l'iPad de Marisol vibrer avec des notifications. L'une d'elles a attiré mon attention, confirmation spa au Valheim. Journée complète de remise en forme mère et fille. Non remboursable. Note, pas d'appel pendant la session. C'était programmé pour le dimanche de Pâques.
Mon cœur a battu la chamade. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Si quelque chose arrivait, si j'avais besoin d'aide, personne ne pourrait les joindre. Ils avaient planifié ça. La veille de Pâques, je faisais mes valises pour rester chez Warren quand Brinley frappa. Elle n'entra pas, se contenta de s'appuyer contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Juste pour que tu saches, dit-elle, après-demain, tout ira mieux pour nous tous. » Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Elle sourit d'un air suffisant. Ça veut dire que tu ne fais plus partie de cette famille. Et honnêtement, tu ne l'as jamais été. Puis elle s'éloigna comme si elle n'avait pas allumé une allumette et l'avait laissé tomber sur tout. Je restais là, fixant la photo dans le couloir. Marisol, Grant, Brinley, souriant devant un arbre de Noël. Mon cadre était cassé et manquant de l'étagère en dessous. Demain, c'était Pâques, et je n'avais aucune idée que l'accident n'était pas seulement à venir, il avait déjà commencé. Je suis arrivé à Ventura juste avant midi, plus tôt que nécessaire. Le jardin sentait encore le sel marin et le vieux charbon de l'été dernier, et Warren était déjà dehors, sortant des chaises pliantes de la remise. Je l'ai aidé à installer la longue table et à accrocher les lumières, essayant de faire comme si ce n'était qu'un autre barbecue, juste un autre Pâques. « Tiens, dit-il, me tendant une chemise pliée proprement, bleu clair. Porte ça aujourd'hui. Ça te va bien. » Ce n'était pas neuf. Pas exactement. C'était une des vieilles chemises de papa, mon vrai père, celle que Warren avait nettoyée, repassée et gardée. J'ai passé mes doigts le long du col, ne sachant pas quoi dire. « Merci, murmurai-je, et il a juste hoché la tête comme il le faisait toujours quand il donnait quelque chose qui signifiait plus qu'il ne laissait paraître. À 14 heures, le jardin était plein. Cousins, oncles, tantes que je ne connaissais pas vraiment, mais qui me serraient toujours dans leurs bras trop longtemps et posaient trop de questions. Il y avait des œufs mimosa, des épis de maïs. Quelqu'un avait apporté du tri-type de cet endroit près de la route 33. Ça semblait réel, sûr. Pour une fois, je n'étais pas un bruit de fond. Puis vint la tempête parfaite. Marisol arriva comme si elle était photographiée. Robe blanche impeccable, pas un pli. Grande gara la Tesla juste au bord du trottoir comme s'il possédait le quartier. Brinley sortit la dernière, filmant avec son téléphone, tourbillonnant au soleil. Ils n'avaient pas apporté de plat, pas de boisson, ils avaient apporté des cadeaux. C'était suffisant pour eux. Marisol embrassa une tante qu'elle n'avait pas vue depuis Noël et fit un compliment bruyant sur les centres de table. Grant commença à parler affaires avec l'un de mes cousins comme s'il avait répété le discours. Brinley continua de filmer. Je m'approchai pour dire bonjour, et Marisol se tourna vers une amie de la famille. « C'est Jay, dit-elle. Pas mon fils, juste le nom. » Puis elle sourit et se détourna avant même que je puisse répondre. Je reculai, pris une bouteille d'eau et me dirigeai vers le côté de la maison. J'avais besoin d'une minute. C'est là que je l'entendis. La voix de Marisol était douce, mais indéniable. Oui, juste pour confirmer demain, journée complète. Oui, juste nous deux. Pas d'interruption, pas d'appel, pas de paperasse. C'est notre journée détox. Elle rit, ce son doux et satisfait. Ça fait longtemps que ça couve. Juste mère et fille. Très calme. Je me suis figé. La voix de Brinley résonna derrière elle. Enfin. Pas de garçon, pas de drame, juste nous. Mon estomac se serra. Ce n'étaient pas les mots. C'était la facilité avec laquelle il les prononçait. La facilité avec laquelle j'avais été effacé de ce que la famille signifiait pour eux. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là avant de retourner dans la cour. Warren m'a rattrapé à mi-chemin sur la pelouse. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête trop vite. Juste un mal de tête. Il ne m'a pas cru, mais il n'a pas insisté. Je me suis rassis sur ma chaise et j'ai essayé de manger quelque chose, mais tout avait un goût de carton. Plus tard, une cousine de ma mère m'a pris à part près du barbecue. Elle sirotait du thé glacé et bavardait quand elle a dit « Alors, j'ai entendu dire que tu te lançais dans quelque chose de nouveau après ça. Ta mère a dit qu'il y avait un programme de prévu. » Je l'ai fixé. Quel genre de programme? Elle a haussé les épaules. Quelque chose de structuré. Bon pour la concentration et la discipline. Elle a fait sonner ça comme une excellente opportunité.
Je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais. Au coucher du soleil, j'en avais assez. La chaleur avait disparu. La brise de Ventura ne me semblait plus sûre. Elle me semblait juste être la dernière chose qu'on me permettait de garder. J'ai dit à Warren que je partais tôt. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Oui, juste fatigué. » Il me tendit les clés de la vieille Civic pour laquelle j'avais économisé. « Conduis prudemment. Les routes seront glissantes si la pluie arrive. Envoie-moi un message quand tu seras rentré. » J'ai hoché la tête. « D'accord. » Brinley me dépassa près du portail, tout en gloss et suffisance. Elle se pencha juste assez pour murmurer « Maman est occupée toute la journée demain. » Quoi qu'il arrive, n'appelle pas. Je la regardai, stupéfait, mais elle ne s'arrêta pas. Elle continua de marcher comme si de rien n'était. Je me glissai dans la voiture, tournai la clé. L'odeur de barbecue s'accrochait encore à mes vêtements. Je ne regardais pas en arrière en partant, mais le vent avait repris et le ciel changeait. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, je ne cessais de penser à la voix de Warren « Envoie-moi un message quand tu seras à la maison », et à celle de Brinley « N'appelle pas », deux ordres différents. L'un signifiait protection, l'autre effacement. Et je n'avais toujours pas décidé qui j'allais écouter. La pluie a frappé plus vite que prévu. Au moment où j'ai passé la première sortie de Ventura, le pare-brise était un flou d'eau et de phares. Les essuie-glaces étaient à pleine vitesse, mais ils ne pouvaient pas suivre. Tout semblait flou, comme si je conduisais à travers une peinture sur laquelle quelqu'un avait pleuré. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone dans la console. J'ai tapé un message rapide à Warren, « Je rentre. Tout va bien. » Puis je l'ai fixé. Et s'il appelait? Et s'il entendait quelque chose dans ma voix? J'ai supprimé le message et j'ai fourré le téléphone dans la boîte à gants. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Je ne voulais pas qu'il m'arrête. Je me suis dit, rentre chez toi. Dors un coup. Fais comme si aujourd'hui n'avait pas eu lieu. La route serpentait à travers une section basse, et l'eau s'accumulait dans les creux. J'ai ralenti. Je n'étais pas imprudent. Je me suis souvenu de la voix de Warren, conduis lentement s'il pleut. J'ai vérifié le compteur de vitesse, juste en dessous de la limite. C'est alors que les phares sont apparus dans mon rétroviseur. Brillant, proche, trop proche. Un SUV noir collé à mon pare-choc. Leurs feux de route ont clignoté une fois, deux fois, comme s'ils voulaient que j'accélère, mais je n'ai pas bougé. Le SUV n'a pas dépassé. Il est resté là, se rapprochant, les phares rebondissant à l'intérieur de ma voiture comme des projecteurs. J'ai serré le volant plus fort, mon cœur battant dans mes oreilles. Puis je l'ai vu. Un autocollant sur leur pare-brise. Quelque chose comme un blason scolaire ou un club privé. Mon estomac s'est serré. Cela me semblait familier. L'une de ces choses que Brinley postait toujours. Un club où ses amis allaient. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. Devant moi, un semi-remorque dans la voie opposée à hydroplaner. Je l'ai regardé commencer à zigzaguer, lentement d'abord, puis vite, trop vite. Sa remorque a glissé sur la ligne comme un couteau. J'ai fait un écart. Tout est devenu blanc. Puis le son a explosé. Du métal, du verre, quelque chose qui se déchirait. J'ai senti la ceinture de sécurité se bloquer sur ma poitrine. Le monde a tourné. Mes bras sont devenus engourdis. Ma tête a heurté quelque chose de dur. Puis le silence. Et puis à nouveau du bruit. Des sirènes. Quelqu'un qui criait. Une lumière vive au-dessus de moi. Une voix demandant, « Petit, tu m'entends? Reste avec nous. » Je ne pouvais pas parler. J'ai essayé. Rien n'est sorti. Tout mon corps était comme enveloppé dans du ciment mouillé. Des mains tiraient ma veste. Quelqu'un vérifiait mes poches. Mon portefeuille était par terre, ouvert. Ma carte d'étudiant, une carte de visite pliée, celle que Warren m'avait donnée. J'ai vu un ambulancier la prendre, la regarder, puis la fourrer dans la poche de mon manteau comme si ça n'avait aucune importance. Mais ça en avait. Ils m'ont sanglé sur une planche, m'ont soulevé à l'arrière de l'ambulance. Je pouvais les entendre parler. « Non, j'ai Marlowe », murmura quelqu'un. « Pas de paperasse », dit Wexler. « Quoi ? Ce n'est pas ce qu'il a dit.
C'est ce qui est dans le système. Des voix étouffées. Puis l'une d'elles, l'assurance est signalée. Nous devons vérifier l'éligibilité. Puis une pause. Nous n'avons pas d'autorisation. Contact familial? Une autre pause. La mère est indisponible. Aucun appel autorisé pendant le traitement au spa. Indiqué comme ne pas déranger. Aucun autre tuteur légal répertorié. J'ai essayé de bouger, d'articuler. Rien. Les sirènes sont devenues plus fortes, les lumières plus dures. J'ai entendu le médecin alors que les portes s'ouvraient, entrez-le maintenant. Nous perdons du temps. Je voulais crier. Je voulais dire que je n'étais pas seul, que quelqu'un m'attendait, que je comptais pour quelqu'un. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le message que je n'avais pas envoyé, je rentre. Tout va bien. Ça aurait été un mensonge, mais au moins il aurait su que j'avais essayé. Je ne me souviens pas avoir été transporté. Je ne me souviens pas de la lumière blanche ni du cliquetis métallique des roulettes de brancard sur le carrelage. Ce dont je me souviens, c'est une douleur qui éclot en moi comme quelque chose de vivant, griffant depuis mon ventre jusqu'à mes côtes avant de tout dissoudre en un néant. Plus tard, on m'a dit que c'était une hémorragie interne, une rupture de la rate, un possible édème cérébral, des contusions, des côtes cassées, une clavicule brisée. Cela ressemblait à une liste que quelqu'un pourrait énumérer dans un tribunal. Pas des blessures, mais des preuves. Ce que je ne savais pas, ce que personne ne savait encore, c'était à quel point l'heure suivante allait se résumer à un appel FaceTime. Le chirurgien avait besoin d'une signature. J'avais 16 ans, j'étais inconscient, légalement mineur, et la femme inscrite dans les dossiers de l'hôpital comme ma tutrice était Marisol Wexler. Une infirmière nommée Karen a fouillé dans le système. Elle a froncé les sourcils en parcourant les dossiers de contact, ses yeux captant quelque chose d'étrange. C'est bizarre, dit-elle doucement à un collègue. Pas de contact d'urgence secondaire enregistré. Juste elle. Pas de grand-père, pas de famille élargie. Une autre infirmière l'a aidé à creuser plus profondément dans les coulisses des dossiers. Enfoui sous des couches de formulaires et de modifications discrètes se trouvait Warren Alvarez, répertorié sous « Autre contact », non signalé pour la communication d'urgence. L'implication était claire, quelqu'un était intervenu et avait réorganisé les priorités. Le seul homme qui aurait tout laissé tomber pour me sauver avait été relégué au bas de la liste. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont composé le numéro de Marisol. L'écran s'est illuminé d'une lumière dorée et d'une musique douce. On aurait dit une publicité. Marisol était allongée sur un lit de spa moelleux, robe blanche, tête enveloppée dans une serviette, une sorte de masque facial à moitié posé sur sa peau. Brinley était à côté d'elle, souriant comme si c'était le plus beau jour de sa vie, téléphone en main, déjà en train de faire un selfie. Madame Wexler, dit le chirurgien aussi calmement que possible, votre fils est dans un état critique suite à une collision automobile. Il souffre d'une hémorragie interne et d'un éventuel traumatisme cérébral. Nous avons besoin d'une autorisation d'urgence pour procéder à la chirurgie. Marisol cligna des yeux paresseusement. Attendez. L'infirmière clarifia. Elle ne s'est même pas levée, a juste agité une main manucurée. S'il meurt, faites-le-moi savoir. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. J'aimerais que cette phrase soit de la fiction. Ce ne l'était pas. Brinley renifla, leva son téléphone et prit une photo de l'écran FaceTime, moi, inconscient, du sang sur le visage, des tubes dans la gorge. Elle gloussa comme si elle venait de gagner un pari. L'infirmière se figea, sa main tremblant alors qu'elle baissait l'appareil. Une troisième infirmière en arrière-plan murmura, enregistrez le journal d'appel. Enregistrez tout. Un autre médecin apparut et réessaya. Madame Wexler, vous comprenez que c'est une affaire légale. C'est un mineur. Marisol expira, agacée. D'accord, appelez son grand-père, Warren Alvarez. Il signera n'importe quoi. J'en ai fini ici. Puis elle a mis fin à l'appel. C'est là que les choses se sont accélérées. L'équipe des urgences a localisé le nom de Warren dans la liste des contacts élargis et l'a appelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Dès qu'il a entendu mon nom et le mot « critique », il est parti. Hors de la porte, à travers la tempête, les clés à la main. Il est arrivé à l'hôpital trempé de la tête aux pieds,
les épaules carrées comme s'il retournait dans une zone de guerre. « Je suis Warren Alvarez », a-t-il dit à l'accueil. « Où est-il » Ils l'ont emmené directement aux soins intensifs. Dans un couloir latéral, ils lui ont remis les formulaires, consentement pour la chirurgie, autorité de décision d'urgence, responsabilité financière, si cela devait en arriver là. Il n'a pas hésité à signer chaque page. Rapidement, proprement, de manière décisive. Quand il est entré dans la salle de préparation, j'étais déjà à moitié sous sédatif. Pourtant, ils lui ont donné 30 secondes. Il s'est avancé au bord du lit, a pris ma main et a murmuré « Je suis là, gamin. Je t'ai. Tu n'es pas seul. » Puis les portes se sont refermées derrière lui, et j'ai disparu dans le silence lumineux de la salle d'opération. Ce que personne ne savait, ni les médecins, ni même Warren, c'est que pendant qu'il travaillait à me maintenir en vie, Grant Wexler était déjà au téléphone, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais avec son conseiller financier. Il voulait une note sur le dossier d'assurance, aucune responsabilité financière de son côté. Toute autorisation médicale reviendrait à Marisol. Pas de contact avec les médias, pas de signature, pas de traces écrites. Laissez Marisol gérer le désordre. Que les enfants survivent ou non. Gardez simplement mon nom hors de tout cela. C'est ainsi qu'ils agissaient. Comme si j'étais un titre d'actualité en attente. Pas un garçon, pas son fils, juste un problème à gérer. Au moment où la chirurgie a commencé, l'hôpital mettait déjà à jour mon dossier. Une note interne signalée par l'équipe de gestion des risques indiquait « Le tuteur actuel a refusé une intervention vitale ». Une autre partie a signé en vertu de la clause d'urgence. Et profondément dans le système, une nouvelle ligne a été ajoutée. Sous « Tuteur légal », le curseur a clignoté puis a tapé « Warren Alvarez ». L'unité de soins intensifs était trop calme. Les moniteurs bipaient. Les machines sifflaient et cliquetaient, mais tout semblait étouffé, comme si le son était filtré par l'eau. Warren n'est jamais parti. Il s'est assis sur la chaise dure à côté de mon lit, sa veste jetée sur l'accoudoir, une main toujours posée sur mon bras. Si une infirmière ne faisait que jeter un coup d'œil à mon dossier, il posait déjà des questions. Quelle est sa saturation en oxygène ? Pourquoi le rythme cardiaque a-t-il augmenté tout à l'heure ? Il n'était plus seulement mon grand-père. Il était ma ligne de défense. Dès le deuxième jour, il avait déjà demandé des copies imprimées de chaque dossier que l'hôpital avait sur mon dossier, surtout l'appel FaceTime. Il avait travaillé aux homicides avant de prendre sa retraite. Il savait comment les systèmes enfouissaient les choses, et il savait comment s'assurer que rien ne soit effacé. Il leur a fait graver l'audio sur une clé USB, a fait notarier le journal d'appel. Une représentante de la gestion des risques de l'hôpital l'a rencontré cet après-midi-là. Il y a suffisamment de preuves, dit-elle prudemment, pour classer cela comme négligence médicale. Le fait que le tuteur légal ait refusé une intervention urgente pour un mineur nous place dans le territoire de la déclaration obligatoire. Elle a fait une pause, puis a ajouté « Nous aimerions savoir si vous souhaitez procéder à un transfert d'urgence de tutelle pendant que le patient est encore inconscient pour sa sécurité. » Warren n'a même pas cligné des yeux. Oui. Ce soir-là, Elliot Crane se tenait dans le couloir des soins intensifs, une pile de documents sous le bras, cravate dénouée, mais les yeux perçants. Il a tout examiné. La transcription de l'appel, les déclarations des infirmières, l'image du visage souriant de Brinley sur mon corps brisé. Ça ne restera pas silencieux, dit-il. Il n'avait pas tort. Le matin, un membre du personnel a dit à Warren qu'une version de la capture d'écran de Brinley avait déjà circulé dans les discussions de groupe de son école. Les élèves la partageaient en chuchotant avec des légendes comme « On dirait qu'il a finalement craché ». Elliot n'a pas seulement vu une mauvaise blague. Il a vu un cadeau. C'est recevable, dit-il. Diffamation, abus émotionnels, harcèlement ciblé. Cela aide à étayer le fait que Montecito n'était pas un environnement sûr, surtout avec un mineur impliqué. Warren hocha la tête. Le lendemain, Elliot a reçu un appel, non pas de Marisol, ni de Grant, mais d'un cabinet d'avocats qui sentait étrangement les relations publiques. Ils ne demandaient pas pardon. Ils offraient le silence. Réglez ça discrètement, a dit l'homme au téléphone. Ne rendons pas ce gâchis plus grand qu'il ne l'est déjà. Elliot a souri comme un loup. Mettez ça par écrit. Cet après-midi-là,
Il se tenait à l'entrée du domaine Wexler à Montecito avec un officier de justice et une enveloppe. Requête de tutelle d'urgence, plainte formelle, avis de dépenses médicales en attente. La porte s'est ouverte. Marisol se tenait là dans une robe pull blanche, le visage tendu. « Vous ne pouvez pas être sérieux, dit-elle. »« Je le suis, dit Elliot. »« Bonne soirée. » Derrière elle, Brinley éclata en sanglots. Elle dit, « Je l'ai posté par accident », a raconté Warren à l'infirmière plus tard. « Maintenant, c'est ma faute si je suis à l'hôpital. » Le tribunal a accéléré l'audience. Enfant, négligence médicale, retombée sociale. Même le système ne pouvait l'ignorer. À la fin de la journée, Elliot avait tout aligné, témoins, journaux d'appel, mon nouveau dossier médical avec Warren listé en gras en haut comme principal décideur. J'étais encore inconscient lorsque le changement a été officiellement enregistré. Quelque part en ville, Marisol était assise dans son salon aménagé, fixant l'ordonnance du tribunal qui prouvait qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle n'avait même pas essayé de garder. Et aux soins intensifs, Warren se pencha en avant, posant les deux mains sur la barrière du lit. « Jetez, gamin, murmura-t-il. Et cette fois, la loi le soutenait. La première chose que j'ai vue en me réveillant n'était pas un plafond. Ce n'était pas le visage de mon grand-père ou le flou d'une infirmière ou même le blanc aveuglant des lumières de l'unité de soins intensifs. C'était un porte-bloc. Plus précisément, un tableau accroché au bord de mon lit d'hôpital. En bas, en lettres majusculées en gras, une phrase que je ne pouvais pas comprendre assez vite, nouveau tuteur légal. Et juste en dessous, un nom, Warren Alvarez. Ma gorge brûlait. Mes côtes me faisaient mal. Quelque chose était dans mon nez, mes bras, et j'étais presque sûr de ne pas sentir ma jambe gauche. Mais tout cela était un bruit de fond à cette seule ligne. Quelque chose avait changé radicalement pendant que j'étais inconscient. Quelqu'un avait pris une décision qui m'avait sauvé la vie. Et ce n'était pas la femme qui m'avait mis au monde. Et, dit une voix rauque à côté de moi. Je me tournai lentement. Mon grand-père était assis sur la chaise rigide de l'hôpital, ses coudes sur ses genoux, les mains jointes comme s'il avait prié ou marchandé avec quelque chose qui n'écoutait pas beaucoup. Ses yeux étaient injectés de sang et cerclés de sel. « Tu es réveillé » souffla-t-il, puis appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière sans me quitter des yeux. « Tu es en sécurité maintenant, j'ai. » Je voulais parler, mais mes lèvres bougeaient à peine. Ma voix craquait comme du papier mouillé. Pourtant, j'ai réussi à dire 2 mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas enrobé les choses. Il ne m'a pas couvé. N'a pas prétendu que la vérité viendrait plus tard. Tu as eu un accident de voiture sur la 101 en rentrant de Ventura. C'était grave. Un semi-remorque a fait un effet de ciseaux sous la pluie. Il fit une pause. Tu as failli ne pas t'en sortir. Je fermai les yeux et les souvenirs vacillèrent. Le métal hurlant, la pluie de verre, la voix d'une femme au téléphone disant « Ne m'appelle pas demain. Nous serons au spa toute la journée. » Il vit quelque chose changer sur mon visage. « Tu te souviens de quelque chose ?» Je me souviens d'avoir quitté le barbecue. Il hocha lentement la tête. C'est là que tout a commencé. Il m'a raconté tout le reste. Que l'équipe de traumatologie avait besoin d'un consentement immédiat pour opérer. Que l'hôpital avait appelé Marisol parce qu'elle était toujours répertoriée comme ma tutrice légale. Qu'elle était à Auger avec Brinley, en plein soin du visage. Et quand on lui a demandé la permission de me sauver la vie, elle a dit « S'il meurt, faites-le-moi savoir. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. » Puis Brinley a pris une capture d'écran de moi sur une civière, en sang. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Mon cœur ne se brisait pas. Il s'engourdissait. Comme si quelqu'un avait coupé la douleur juste assez longtemps pour que je puisse flotter au-dessus, observant. Le personnel de l'hôpital a enregistré l'appel, a ajouté Warren. Ils l'ont signalé pour la gestion des risques. C'était suffisant pour Elliot, notre avocat, pour demander un transfert de tutelle d'urgence. Le tribunal a accepté. J'ai signé les papiers. J'ai de nouveau tourné la tête vers le tableau. Alors, c'est réel. C'est réel, a-t-il dit. Tu ne retournes pas là-bas. J'ai senti cette ligne s'installer dans ma poitrine comme la première bouffée d'air pur après la fumée. Je ne retournais pas à Montecito. Pas chez elle.
Plus tard cet après-midi-là, une infirmière est venue mettre à jour mon dossier. Elle a confirmé mon nom, ma date de naissance, et a dit quelque chose à propos de la façon dont j'avais été initialement enregistré sous le nom de Wexler, le nom de famille de Grant, en raison d'une incohérence dans le dossier d'assurance. Ce nom encore, Wexler, un nom que je n'avais jamais choisi. Je me suis souvenu de ce tiroir verrouillé dans le bureau de Grant, des formulaires d'assurance, celui avec mon nom effacé, remplacé par quelque chose de plus propre, de plus pratique. Il planifiait quelque chose. Je le savais maintenant. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la stratégie. Elliot a rendu visite ce soir-là. Il a posé une question. Veux-tu retourner chez ta mère? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste secoué la tête et dit, ce n'est pas ma maison. Il a hoché la tête. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le lendemain matin, l'hôpital bourdonnait, non pas d'alarme, mais d'énergie. Des représentants des relations publiques arpentaient le couloir. Un homme en blazer impeccable demandait une conversation discrète au nom des Wexler. Il offrait un don à l'hôpital si la situation pouvait être gérée avec élégance. Elliot lui a dit de se perdre. En termes légaux plus élégants, j'observais tout depuis ma chambre, sachant que j'étais la tempête qu'ils essayaient de contenir. Puis vint l'audience d'urgence. Elliot me fit entrer dans la salle d'audience en fauteuil roulant. Warren marchait à mes côtés. Je n'avais pas quitté l'unité de soins intensifs plus de 5 minutes en 2 semaines. Et maintenant, j'étais assis devant un juge à Santa Barbara avec une perfusion toujours scotchée à ma main. Marisol est apparue exactement comme je me souvenais. Chère, immaculée, théâtrale. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Brinley s'accrochait à elle comme une ombre coupable. Maquillage parfait, lèvres serrées. Le juge a demandé les faits. La greffière a diffusé l'enregistrement. La voix de Marisol a rempli la salle d'audience, légère et froide. S'il meurt, faites-le-moi savoir. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Puis le rire de Brinley. La pièce est restée silencieuse. L'infirmière en a témoigné. Le docteur Kaplan aussi. Elliot a présenté le journal d'appel, la fenêtre chirurgicale manquée, les captures d'écran, chaque miette numérique, chaque omission du fichier de contact de l'hôpital. Ils ont essayé d'effacer mon grand-père des dossiers, d'effacer tout plan de secours qui ne les impliquait pas. Ils ont supprimé les contacts de protection, modifié la couverture d'assurance, changé son nom de famille dans certains systèmes. C'était une négligence structurée, a dit Elliot. Par conception. Le juge a tout pris en compte, puis a rendu son verdict, la tutelle temporaire est officiellement transférée à Warren Alvarez. Tous les droits de décision médicale parentale sont révoqués à Marisol Wexler. J'ai quitté ce tribunal avec plus de douleur que je n'en avais en y entrant. Mais pour la première fois de ma vie, ce n'était pas une douleur que quelqu'un d'autre avait le droit d'ignorer. Et dehors, alors que les caméras commençaient à tourner, j'ai entendu Elliot murmurer à Warren, ils essaieront soit de jouer les victimes, soit de traîner cela en justice, mais ce n'est pas fini. Je l'ai regardé. Il n'y avait pas de peur dans sa voix. C'était de la détermination. La convalescence n'était pas un montage. Ce n'était pas le soleil à travers les fenêtres ou une musique inspirante. C'était moi dans une chambre à l'arrière de la maison de Warren à Ventura, apprenant à me tenir sur une jambe pendant qu'une infirmière me tenait le coude. C'était le son de ma propre respiration alors que j'essayais de mettre du poids sur un pied qui ne me semblait toujours pas le mien. C'était laisser tomber une cuillère 2 fois pendant le petit déjeuner parce que mes doigts tremblaient trop fort pour tenir quoi que ce soit. Mais c'était aussi un progrès. Warren a débarrassé son ancien bureau pour faire de la place à mon équipement de récupération. Il ne planait pas. Il ne me plaignait pas. Il m'apportait juste de l'eau et écoutait quand je maudissais la douleur. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Meracha. Elle n'a pas posé de questions sur l'accident. Pas au début. Elle m'a demandé ce que ça faisait de s'asseoir en silence dans une maison où les gens ne vous regardaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Je lui ai dit que ça faisait comme si j'étais effacé. Nous avons travaillé à partir de là. Puis les messages ont commencé. Marisol a envoyé le premier, « Je sais que tu souffres. » Moi aussi. J'aimerais que tu puisses voir la situation dans son ensemble. Puis, j'ai tout perdu, Ne me retire pas le peu qu'il me reste. Je n'ai pas répondu.
J'ai plutôt montré à Elliot. Il m'a dit de conserver chaque message. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des apparences. Une semaine plus tard, la nouvelle est tombée que Grant avait demandé le divorce. Différences irréconciliables, réputation publique, préservation financière. Il a rompu les liens rapidement et proprement, et Marisol s'est retrouvée soudainement seule. L'école de Brinley a publié un communiqué concernant un examen disciplinaire. Ses demandes de bourse ont disparu du jour au lendemain. Montecito n'était pas une forteresse. C'était un château de cartes. L'audience finale de la garde a eu lieu 6 semaines plus tard. Je suis entré dans cette salle d'audience avec des béquilles, non pas parce que je voulais de la pitié, mais parce que je refusais d'être de nouveau transporté en fauteuil roulant. J'ai témoigné en dernier. J'ai dit la vérité au juge. Cette nuit-là, dis-je, quand le médecin a dit que j'avais besoin d'une opération et que ma mère a refusé, quelque chose en moi est mort avant même que mon corps ne puisse le faire. Je n'étais pas son fils. J'étais un dossier, une responsabilité, quelque chose à gérer. J'ai regardé Marisol alors. Elle pleurait ou essayait. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande même pas des excuses. Je demande à être libre, à rester où je suis en sécurité. J'ai regardé Warren. C'est avec lui. Le juge a statué rapidement. Les droits parentaux sont définitivement retirés à Marisol Wexler. La tutelle légale complète est transférée à Warren Alvarez. Le tribunal a autorisé les procédures d'adoption. Le reste s'est passé rapidement. Une hypothèque sur la propriété de Montecito. Des factures d'hôpital déposées devant un tribunal civil. L'employeur de Marisol l'a licencié. Brinley a changé d'école. Grant s'est remarié avec quelqu'un de plus jeune et encore plus fade. J'ai signé mes papiers d'adoption à 17 ans. Je n'ai pas changé de nom. Mais j'ai tout changé d'autre. J'ai terminé le lycée, me suis inscrit dans un collège d'État près de Ventura, j'ai étudié le travail social. Aujourd'hui, je travaille avec des enfants comme moi. Tous ne survivent pas. Tous ne s'en sortent pas avec quelqu'un comme Warren à leur côté. Mais quand ils me regardent et demandent « Comment as-tu fait pour t'en sortir ?» Je leur dis la vérité. Quelqu'un est resté. C'est tout ce qu'il faut parfois. Une personne qui refuse de partir quand c'est incommode. Une signature sur un formulaire d'hôpital qui dit que vous en valez la peine. La dernière chose que j'ai lue à l'hôpital était « Nouveau tuteur légal ». Maintenant je sais ce que cela signifiait vraiment. Cela signifiait que la famille n'est pas celle qui vous a élevé. C'est celle qui refuse de vous laisser vous effondrer.